Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S707 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 2 novembre 2023. Nous sommes toujours avec le journaliste et photographe Patrick Lévesque ainsi que l'auteur Jean Delmas pour notre grande émission dédiée à la couleur. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors messieurs, si on devait essayer, et j'insiste bien sur ce point, de résumer et synthétiser en quelques minutes tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Jean. Est-ce que tu peux nous expliquer la théorie de la décomposition de la lumière blanche en un spectre de lumière colorée? Oui, je peux te l'expliquer d'autant mieux qu'au fond, ça n'a aucune importance. Au fond, la physique des couleurs, qui parle de rayonnement électromagnétique, de spectre, etc., n'a que peu à voir avec la physiologie de la perception visuelle des couleurs. Et donc, au fond, les bases physiques de la lumière, l'examen des spectres, toute la physique du rayonnement électromagnétique n'a pratiquement aucune importance, aucun impact sur notre question de gestion des couleurs. Si tu veux, nous ne voyons pas le rayonnement. Si la Terre était dépourvue, ce qui va peut-être se produire bientôt, de cette charge un peu insupportable qu'est l'espèce humaine, il y aurait des rayonnements électromagnétiques, mais il n'y aurait pas de couleur. Il faut un homme pour dire « tiens, c'est rouge, tiens, c'est bleu ». Voilà, le concept de couleur est un concept humain, est un concept perceptif, qui au fond a peu de rapport avec la physique de la lumière. Autrement dit, la physique de la lumière a peu d'impact sur la mathématique de la gestion des couleurs. Ce qui est important dans la gestion des couleurs, c'est de prendre un être humain, de l'asseoir sur une table, de lui faire regarder les couleurs et de lui faire dire « Est-ce que tu vois bien les mêmes couleurs ?» C'est l'expérience d'égalisation. C'est à partir de ça qu'on met trois malheureux nombres, R, V et B, en face d'une couleur. Mais justement, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques minutes un petit résumé, puisqu'on invite nos auditeurs à réécouter l'intégralité de la discussion, évidemment. En quoi consiste cette expérience d'égalisation que Alors, tu as décrite ? C'est absolument fondamental. Donc, ça se passe dans les années 20. On met un personnage dont on sait qu'il a une vision normale des couleurs dans un siège confortable. Et on projette... Alors, ça se passe dans une salle assombrie. On met en face de lui un écran et on lui projette deux taches colorées. Une tache colorée à sa droite qui est la couleur à égaliser, c'est-à-dire la couleur que l'on cherche à représenter ou à mesurer par trois nombres. Et à sa gauche, il a une autre tache de couleur qui est formée par la superposition de trois faisceaux colorés, rouge, vert, bleu, RVB. Voilà. Et le manipulateur qui s'occupe de gérer l'expérience va tourner les potentiomètres des trois projecteurs RVB jusqu'à ce que le cobaye lui dise « Ah, c'est les mêmes couleurs ». Voilà. Alors quand le cobaye lui dit « Ça y est, t'as la bonne couleur, je vois bien mes deux taches colorées comme étant de la même couleur », à ce moment-là, l'expérimentateur, il note les trois positions de ces trois potentiomètres, et ces trois positions, ce sont les trois nombres RVB. Voilà, donc la gestion des couleurs qui se base sur un modèle de représentation RVB, donc par trois nombres RVB des couleurs, c'est un modèle qui ne part pas de la physique, mais qui part de l'homme. Patrick, est-ce que tu peux nous rappeler et nous expliquer comment est-ce que le capteur d'un appareil photo numérique voit et enregistre la couleur ? On va dire que le capteur, c'est
notre pellicule moderne, pellicule photo moderne, c'est un élément qui en fait va enregistrer, comme le faisait une pellicule, tous les photons qu'il va recevoir, qui va constituer l'image. C'est-à-dire qu'il ne voit pas d'image, hein. Lui, il ne reçoit que de la lumière. Et pour pouvoir transformer sur nos écrans ces images, il y a un filtre de Bayer qui va permettre de décomposer et d'analyser la photo, on va dire, en R, en V, en R, en rouge, en vert et en bleu, ce qu'on appelle la matrice de Bayer, et qui va nous permettre d'analyser réellement ce qu'est l'image. Ce qui va nous permettre après d'avoir un fichier RAW à la base, qu'on va pouvoir transformer en fichier JPEG directement dans l'appareil si on veut. Enfin, il peut être enregistré en JPEG ou en Adobe RVB, comme on l'a expliqué, en ayant ces 3 composantes, si on peut le résumer de manière succincte. Oui, puis en ajoutant très succinctement qu'il y a d'autres types de capteurs, comme Il y a on dit dans d'autres, l'émission voilà, aussi. on a dit qu'il y a, là, c'est un capteur classique, enfin les capteurs CMOS aujourd'hui, et on a aussi Phase One qui a un capteur qui lui est composé de 3 couches, en fait superposées les unes aux autres, pareil pour analyser le rouge, le vert, le bleu. Et on a, je crois, on a dit tout à l'heure, Foveon, et on a Fuji. Les X-Trans de Fuji, qui sont des CMOS aussi. Voilà, qui sont des capteurs aussi. Voilà, d'autres types de capteurs. Ok. Jean, au niveau de l'appareil photographique au moment de la prise de vue, si on travaille en JPEG, il y a une notion qui est importante vis-à-vis des couleurs, c'est la notion de balance des blancs. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe de la balance des blancs ? Oui, mais la balance des blancs consiste à modifier les couleurs brutes enregistrées par le capteur de telle manière que ces couleurs soient identiques aux couleurs qu'a perçues le système perceptif du photographe le jour ou à l'endroit où il prenait sa photographie. Voilà. Donc, si ce jour, là où cette tombée de nuit-là, le photographe photographié sous un soleil couchant rougeoyant, lui-même, le photographe a vu un citron s'il voyait un citron jaune, mais son appareil photo n'a pas vu un citron jaune, il a vu un citron jaune rougeâtre. Le capteur va enregistrer un jaune rougeâtre, et ça c'est très embêtant parce que le photographe, il ne veut pas de citron jaune rougeâtre sur sa photo imprimée. Il veut voir sur sa photo imprimée un citron, jaune citron, comme il l'avait vu, on pourrait presque dire comme il croyait l'avoir vu au moment de la prise de vue. Donc là, la balance des blancs résout ce problème et rétablit la vérité des couleurs, c'est-à-dire il va sortir du processus de la balance des blancs une photo sur laquelle le citron jaune citron sera de couleur jaune citron. Parfait. Patrick, c'est quoi qui caractérise un écran ? Alors, le premier élément qui est important, c'est le nombre de couleurs qu'il est capable de reproduire. On appelle ça son gamut. Ça, c'est quand même très, très important. Il y a la luminosité qu'il est capable de produire, en sachant que c'est pas parce qu'il est trop lumineux, mais mieux il est lumineux, mieux il se porte. Quand on va caractériser un écran, on va tâcher d'avoir un écran qui soit uniforme, alors aussi bien au niveau de la luminosité que de la reproduction des couleurs, c'est fondamental. Le gamma de l'écran est quelque chose aussi de très très important pour la reproduction des couleurs. Et ensuite, comme on a souvent coutume de dire, mieux vaut un gamut un peu plus faible mais précis qu'un grand gamut pas précis. Ok. Jean, c'est quoi la différence entre étalonnage et profilage d'un écran ? Alors, moi j'aime bien finalement le mot profilage, parce que tout le monde sait que c'est une opération qui produit un profil, donc c'est assez agréable. En fait, j'aime encore mieux caractérisation, parce que le profil d'un écran, c'est donc un fichier qui contient des nombres. Ces nombres n'ont absolument pas pour objectif de corriger le comportement de l'écran. Pas du tout. Ils ont pour objectif de représenter le comportement de l'écran, avec les belles choses qu'il nous fait, avec les conneries qu'il fait aussi. Voilà, c'est un profil, c'est d'appareil, que ce soit un scanner, un appareil photonumérique. Un profil, c'est un ensemble de nombres qui représente le comportement d'un appareil. Alors, qui représente le comportement
de l'appareil dans un certain état de réglage. C'est la raison pour laquelle tous les matériels doivent être réglés convenablement de manière optimale avant qu'on en fasse le profil. Et dans le cas d'un écran, c'est fondamental. Il faut que l'écran dont on fait le profil ait été auparavant réglé sur des objectifs intelligents de luminance, de points blancs, de gamma. Parfait. Pour terminer, Patrick, qu'apporte l'utilisation d'un écran art graphique ou white gamut? Par définition, quand on s'adresse à cette classe d'écran, on a des écrans qui sont positionnés, on va dire, en haut de gamme en général. Alors en haut de gamme, je dirais de manière qualitative. Après, il y en a pour tous les prix. C'est l'assurance d'avoir un écran qui a une couverture colorimétrique, donc son gamut assez étendu. Donc ça permet de pouvoir travailler de manière quand même très 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 précise au niveau de la post-production de nos images. Ça ne dispense pas un écran art graphique d'être caractérisé. Mais en tout cas, c'est par rapport à un écran qui aurait un gamut beaucoup plus étroit, c'est l'assurance en tout cas d'être sûr que ce qu'on va afficher sur cet écran soit montré de manière optimale. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, une image qui aurait des couleurs qui sont aux extrémités du bord de l'espace Adobe RGB, puisqu'on en parlait, ces couleurs-là ne seraient pas affichées sur un écran sRGB ou sur un écran avec un gamut plus petit. Voilà. Parfait. On conclut là-dessus. Merci beaucoup tous les deux pour toutes ces explications.